Suivez C'est Midi avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Une huile raffinée et sans cholestérol. Avec Aya, chaque femme est une reine. Aya, trésor de mon pays. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Viens. Aïe. Ah. Ah, ça va. Non. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Quand vous criez comme ça, ça embrouille le mouton. Voilà, il n'a pas habitué à applaudissements. Lui, il est... Attends, c'est Fête qui est arrivé. Adiché. Ah. Ça va? Sacré filon. Non. Ah, madame. Oui? Ah, vraiment, c'est bonne nouvelle qu'elle a pour les Ivoiriens. Il faut nous annoncer la bonne nouvelle. Bon, avec le gouvernement, avec les vendeurs de moutons, parce que tout le monde me connaît. Chaque année, on s'appelle Samba Saga. C'est moi qui viens avec... Samba Saga. Samba Saga. Voilà, Samba Saga, c'est moi qui viens ravitailler le gouvernement, tous les Ivoiriens dans les moutons. Alors, cette année, le gouvernement il a pris les mesures. Il a pris les... Il a confirmé. Tous les Ivoiriens vont avoir les moutons. Tous les musulmans ils vont avoir les moutons. C'est pour vous rassurer au nom de tous les vendeurs de moutons. Tous les Ivoiriens vont avoir moutons. Même s'il y a manquant de moutons, il y a les stratégies. Regardez-moi comme ça. Par exemple, regarde-moi. Si je fais ça, regarde. Je fais ça, lui il peut devenir mouton. Non. Non, je n'ai pas dit pénurie. Surtout pas. Non, s'il y a pénurie, tout le monde il est conscient qu'il y a pénurie. S'il est conscient qu'il y a... Non, ça va dire il non, attends, parce que c'est un homme de Dieu. Parce que moi, j'ai essayé tout de suite là. J'ai vu ce qui m'a reculé. La chaleur. Ah, la chaleur. Le feu. Donc, merci beaucoup. On applaudit très fort Dr Philo et démarrons tout de suite notre émission. Et oui. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ses vêtements ni aux biens qu'il possède. La véritable valeur de l'homme, c'est son caractère, ses idées et la noblesse de ses idéaux. Dixit Charlie Chaplin, issu d'une famille modeste, son acharnement au travail a fait de Diaby Vassiriki le plus jeune sénateur ivoirien. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans C'est Midi Grand Angle. Ne commettez pas l'erreur de manipuler votre télécommande, restez surtout zen, parce que c'est midi. C'est la télé utile. C'est midi. Tous les mardis, le Grand Angle. Et oui, c'est midi Grand Angle, c'est donc tous les mardis. Et quand je pense que c'est le dernier numéro de C'est Midi Grand Angle, parce que nous sommes en fin de saison, à partir du vendredi prochain, c'est terminé. Nous avons eu un immense bonheur. Nous avons pris un énorme plaisir à vous servir pendant tous ces mois. Et Jean-Richard Nguessan ne dira pas le contraire. Effectivement, très heureux d'être là encore ce mardi. Tout au long de cette saison, on a mis en lumière des parcours, des histoires, des trajectoires, des déboires. Et on en a pris de la graine. Et on est très heureux pour ce dernier numéro de la saison, surtout ce dernier mardi. Ce dernier mardi, c'est votre dernier mardi. Hein. En attendant de se retrouver pour la finale. Effectivement, le vendredi. Bien évidemment. Et Dr Philo. Ouais. J'ai oublié le nom, c'est... Samba Saga. Samba Saga. Ouais, donc, voilà. D'accord. Vous êtes donc le propriétaire des moutons. Oui, parce que les moutons, c'est tout un sénatorium. Je suis le président des sénateurs de tous les vendeurs de moutons de Côte d'Ivoire. Donc c'est moi qui les commande. Ah d'accord. Voilà, donc c'est moi, parce que la plupart ils ne parlent pas français. Ils parlent pas français. Moi qui parle à leur nom. Est-ce qu'on peut savoir généralement les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine? Et ça, c'est trop. Parce que quand on voit le gros camion, nous, on monte sur le gros camion en haut. On peut quitter jusqu'à Mauritanie, la Guinée, Mali, jusqu'à Abidjan.
Alors que souvent, les difficultés qu'on rencontre, souvent on dort sur les moutons. Vous dormez sur un... On prend chose... C'est pas risqué, ça? Filet là, comment on appelle? Hamac. On met ça sur les moutons. Souvent, le gros camion, il charge. Or, Abidjan, il y a trop de ponts. Bon, souvent, on veut passer en bas des ponts. Souvent, le voiture, il est en haut des ponts. Donc, parfois, quand on va, nous, on reste 6 ponts, le mouton, ça va. C'est la seule difficulté qu'on rencontre. Sinon, cette année, ça va. Le gouvernement nous a arrangé, il n'y a pas de tracasserie. Tous les musulmans, ils vont avoir les moutons. Tous les musulmans auront leurs moutons. Mais c'est les petits délinquants qui sont vers aux entours des Port-Boueux qui veulent voler les moutons. Il va falloir doubler de vigilance. C'est un appel, je vais les lancer. Ce n'est pas vigilance. Nous, on n'a pas besoin de police. Tu voles, je te lance sort. Ah, ok. À bon entendeur. Salut. Voilà, merci beaucoup. Docteur Silo, merci infiniment. Notre invité du jour est le vénérable Diaby Vassiriki. Il est le plus jeune membre de la plus haute institution parlementaire du pays, sénateur de la région du Kabadougou. Son portrait, et juste après, on le reçoit en plateau. C'est midi. Tous les mardis, le grand angle. Sur le plan professionnel, le vénérable Diaby Vassiriki est un modèle en termes de compétences, chargé d'études au projet suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan national de développement. Il participe activement à l'élaboration du plan national de développement 2016-2020 initié par le gouvernement ivoirien. Recruté par le Fonds d'entretien routier en tant que chef de département, Diaby Vassiriki représente la Côte d'Ivoire dans plusieurs rencontres sous-régionales au niveau de l'UEMOA. À ce titre, son expertise lui vaut d'intégrer le comité de pilotage des experts de l'UEMOA sur la mise en œuvre du règlement 14 de l'Union relatif à la surcharge sur les routes des États de la région. En dehors de son ascension professionnelle, Diaby Vassiriki fait partie de la force motrice du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au pouvoir. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'être membre du bureau politique du parti et sénateur de la région du Kabadougou, le plus jeune membre de la plus haute institution parlementaire du pays. Sur le plateau de C'est midi ce mardi, il révèle les rouages de son parcours, lui qui est pourtant issu d'une famille modeste. Diaby Vassiriki, vous faites bien de l'applaudir. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Comment allez-vous? Bien, et chez vous, madame? Bien, merci. Ça va. Notre sénateur est là avec nous sur ce plateau. Alors, moi, j'ai envie de savoir, vous avez quel âge au juste? C'est la question que tout le monde se pose. Hein. On dit le plus jeune sénateur, mais finalement, il a quel âge? D'accord. Le plus jeune sénateur de la Côte d'Ivoire a 38 ans aujourd'hui. Il a été élu à 36 ans. Et je rappelle que pour être sénateur, il faut avoir 35 ans, contrairement à la Chambre basse, l'Assemblée nationale, où on peut être élu à 25 ans comme député. Donc, regardant l'âge, 38 ans, on peut estimer que ce n'est pas assez jeune, mais pour les critères et pour la sagesse et la dimension de la Chambre haute, nous sommes le plus jeunes et nous apprenons beaucoup auprès de ces aînés qui participent activement et à nos formations, à notre encadrement. Alors, moi, je veux bien savoir, qu'est-ce qu'un sénateur et quelles sont ses tâches? Un sénateur est d'abord un parlementaire. Un parlementaire, en tant que parlementaire, nous concédons l'impôt, nous votons les lois, mais nous participons surtout au contrôle de l'action gouvernementale. C'est-à-dire l'ensemble des projets qui ont été soumis au peuple à travers notre Chambre. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, on a un plan national de développement qui a été voté par notre Chambre. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des projets qui ont été promis par le gouvernement aux populations, nous essayons de suivre la mise en œuvre de ces projets, mais aussi nous suivons activement l'application des lois. L'application des lois qui nous permet de comprendre l'efficacité des différentes lois qui ont été prises, soit à travers des propositions de loi faites par notre Parlement, mais aussi à travers les lois qui nous viennent globalement et généralement de l'exécutif, c'est-à-dire en Conseil des ministres. Mais à vous entendre... Je sentais que Jean-Richard avait envie de poser une question. Il y a des similitudes avec le Parlement. Qu'est-ce qui différencie le sénateur du député?
Parce qu'il y a des similitudes dans votre explication. Effectivement, d'abord, il y a le mode de désignation. Au niveau du Sénat, nous avons un effectif de 99 sénateurs, dont le tiers est nommé par son Excellence le Président de la République, et les deux tiers restants sont constitués à travers une élection. Donc, en termes de différence, nous avons une élection qui se fait pas par suffrage direct, comme contrairement à l'Assemblée nationale. C'est un suffrage indirect, c'est-à-dire que les sénateurs sont élus par des grands électeurs, les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Mais aussi, en plus d'être l'émanation des collectivités, le Sénat est également l'émanation de la diaspora. Nous avons des pays comme le Sénégal où nous avons pratiquement 15 députés parce qu'ils ont une seule chambre, 15 députés qui représentent la diaspora au sein du Parlement. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de députés au niveau de la diaspora. Les sénateurs constituent l'émanation de la diaspora au sein de cette institution afin que les tests qui, n'est-ce pas, impactent la vie aussi de nos citoyens qui vivent à l'extérieur puissent au moins avoir la touche des membres de la diaspora. Donc, il y a en des termes plus simples, que fait le sénateur que le député ne fait pas? En des termes plus simples, le sénateur renforce le contrôle du député. Au Sénat, je vous prends de façon plus explicite. L'Assemblée nationale, dans sa composition, il peut y arriver que l'Assemblée nationale, dans sa composition, soit plus politique. Le Sénat est constitué d'un certain nombre de personnalités. C'est pour cela que le président désigne un tiers qui sont détectés à partir de leur expertise dans des domaines spécifiques. Vous avez des anciens ministres au Sénat, des personnes qui ont été ministres sous feu Félix Houphouët-Boigny qui sont sénateurs. Donc, au-delà de l'angle politique... Pourquoi vous allez loin là-bas? C'est un exemple. Après Félix Houphouët-Boigny, il y a eu également le gouvernement de Bien sûr, effectivement. Non, je vais loin pour montrer que c'est toute l'expertise du pays qui se trouve mobilisée au sein de cette institution. Donc, au-delà du regard politique sur les tests qui peuvent passer à l'Assemblée nationale, le Sénat apporte également le regard de l'expert. Donc, nous avons des personnalités qui sont expertes dans un domaine donné, soit ça peut être dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'agriculture, on a des ingénieurs agronomes. Donc, le critère du Sénat le critère de choix n'est pas le même au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, avant de donner la parole à Dr Chilo, vous savez, le Sénat, c'est quelque chose de nouveau en Côte d'Ivoire. Hein. Ça existe depuis 2016, depuis l'avènement, on va dire, de la Troisième République. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça a véritablement changé au fonctionnement de l'État? Le Sénat a... Ça a été quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, il faut dire que le Sénat a révolutionné, pour ceux qui suivent le fonctionnement de nos tests, le Sénat a envoyé une certaine stabilité institutionnelle dans le paysage des différentes institutions. Vous avez une institution comme la Cour des comptes, qui est une institution de contrôle, mais qui n'a pas les leviers de contrôle, bien qu'ayant les acteurs, c'est-à-dire des magistrats en son sein, mais dans son activité, dans son action, passe par le Sénat pour pouvoir renforcer le contrôle. Deuxièmement, dans les tests, nous avons des possibilités d'instaurer notamment des enquêtes parlementaires. Au niveau du Sénat, nous avons la possibilité de mettre en place une enquête parlementaire. Lors de mon séjour la semaine dernière en France auprès du Sénat, nous avons vu comment une enquête parlementaire peut impacter la vie d'une société donnée. Nous avons des ministres qui vont prêter serment devant des sénateurs sur des questions qui partent à partir des plaintes ou des pétitions des citoyens. Donc, tous ces garde-fous permettent au Sénat d'avoir une plus-value et de pouvoir apporter mieux un certain nombre de réponses au développement de notre pays. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'échanger
sur votre parcours, votre cursus scolaire, notamment votre environnement, on va dire, socio-professionnel. Mais avant, Dr Philo est là. Il a son mot à dire. Son nom, je n'arrive pas à le retenir. Samba. Son nom du jour, Samba Sara. Samba Saga. Samba Saga, ouais. Samba Mouton. Alors, dites-moi, est-ce que vous serez dans la peau de Samba Saga ou de Dr Non, Samba Saga Loué. Samba Saga. Parce que nous-mêmes, là, on a des problèmes avec eux. Les sénateurs, là. Ok, voilà. C'est du Dr Philo ou c'est du Samba Saga, tout simplement. C'est du Dr Philo. Ah, mais c'est bon, parce que moi, nous, on n'est pas dans la politique. Nous, nous, on vend notre mouton. Nous, on n'est pas dans la politique. Mais quand le monsieur qui est là, qui est le sénateur là, j'ai un peu une idée de ça. C'est les gens, quand ils mettent drapeau comme ça, comme les députés. C'est ça, il fait le travail qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est que les sénateurs, quand quelqu'un dit qu'il est jeune, les plus jeunes, moi, dans mon ventre de moutons, c'est mon enfant à l'air là, mais qui va me succéder. Donc, je l'entraîne comment augmenter le prix des moutons, comment diminuer le prix des moutons. C'est moi-même, parce que toi, tu es jeune, tu as 38 ans, tu es sénateur. Même mon enfant, je mets lui aussi dans le même travail de moutons que moi, mais je conseille lui l'école d'abord. Même quand les moutons, les gens, on est arrivé hier avec plus de 4 gros camions de moutons. Vous devez être lourd en ce moment. Ah, alhamdoulilah. Parce que demain, c'est la fête de Tabaski. Alhamdoulilah, madame. Vous avez beaucoup d'argent? Madame, nous, on a l'argent, mais quand tu nous vois, tu penses qu'on n'a pas l'argent. Hein? Voilà, c'est comme ça. Mais je veux dire que tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Moi, je peux garder mon mouton chez moi, en Guinée, là-bas. Tuer tout, manger. Et c'est vous, oui, mouton. Non, non. Donc, c'est par gentillesse que je viens vous vendre. Voilà. C'est par gentillesse que je viens vous vendre. Mais dites que c'est bon parce que le rôle qu'ils jouent, parce que même en Guinée encore, on a les je ne sais pas si la sénateur là-bas, parce que je ne fais pas politique en Guinée. Moi, je parle dans la politique de l'autre pays, mais je ne parle pas dans la politique de mon pays. Parce qu'il faut faire attention. Alors, les sénateurs, le rôle ils jouent avec les députés, parce qu'ils parlent de contrôle. C'est eux qui attrapent nos moutons sur la route. C'est eux qui attrapent. Mais le contrôle des impôts, c'est eux qui font. Parce que quand on allait une fois que nous, on n'a pas payé impôt, c'est les sénateurs qui sont allés dire que nous, on ne paye pas impôt. Vous et nous, on est camarades. On n'est pas camarades. Mais c'est un bon rôle. Mais en même temps qu'on fait que vous intervenez dans les pays des impôts, des lois des impôts, c'est pour que le pays n'a qu'à développer. Si on ne peut pas payer impôt, est-ce qu'il peut avoir bonne route? Avant, on prend de Guinée ici, Mali ici. On peut prendre 7, 8 jours pour que les moutons soient là. Mais la voie, elle est bien goudronnée par le développement du gouvernement. Mais en même temps, c'est pour nous encourager les sénateurs à développer des lois. Sinon, si on veut regarder dans les politiques, même vraies politiques, vous sont venus pour contrôler les députés. C'est ça, vous, tu ne peux pas dire. Vous sont venus, non, pour contrôler les députés. Moi, je ne fais pas politique. Ce que je vois, c'est ce que j'ai dit. Non, Samba ne fait pas politique. Avant d'aller plus loin, on va lui poser la question. Oui. Est-ce que vous avez un droit de regard sur le travail des députés? Non, en fait, dans le bicaméralisme, tu vas non, pardon. Est-ce qu'on peut s'expliquer? C'est fort quand même. En fait, on parle du système bicaméral lorsqu'on a 2 chambres au sein du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, en fait, autant nous avons un regard sur le travail des députés, autant les députés ont un regard sur notre boulot. Mais ensemble, nous constituons un instrument de contrôle de l'action gouvernementale, plutôt un regard sur le travail des ministres à travers le gouvernement. Est-ce que vous pouvez bloquer un projet de loi? Bloquer, pas dans ce sens, mais on peut améliorer un projet de loi. Les tests nous permettent de faire des amendements à des projets de loi qui viennent du gouvernement. Donc, normalement, le gouvernement présente un projet de société et certains pans peuvent être modifiés par le Parlement. Donc, l'objectif principal n'est pas de bloquer un test. Toujours modifié, jamais annulé. Pas forcément même s'il paraît désavantageux. Non, on arrive toujours à mettre au cœur de nos réformes, de nos amendements, l'intérêt de la population. Mais toujours est-il que la proportion d'amendements dans nos pays est relativement faible, contrairement à
certains pays, bon là c'est un peu plus technique, où la procédure commence très souvent même par le Parlement. Certains pays plus développés, vous voulez dire? Plus développés en fait, qui ont plus d'expérience. Le Sénat ivoirien a moins de 10 ans, mais en France, le Sénat a plus de 150 ans. Donc, en termes de maturité, on a besoin de franchir des étapes. Samba Sarah, non. Vous pouvez poursuivre. Non, bicarbonate, il faut la rendre. C'est-à-dire bicarbonate. Mais en un mot, ce que je veux dire, c'est pour les féliciter pour le travail, parce qu'il est jeune, au milieu de l'évier dans le sénatorium. Mais je veux dire que je sais qu'il partage son expérience parce qu'il est le plus jeune, mais il est très intelligent. Qu'il partage avec la jeunesse aujourd'hui pour qu'on voit ce que nos enfants aussi peuvent devenir comme lui un jour. Parce que mouton là, moi-même je vais arrêter. Pourquoi? Ça paye bien, non? Madame, ça va qu'on à la couille. Je vais arrêter à faire des moutons là. Non, il ne faut pas arrêter. Je vais passer ma vie à train de vendre des moutons. Vous sont aussi à le climatiseur. Mais arrivé à un moment, il faut laisser le travail à les enfants. Mais il y a forcément des luxes que vous pouvez vous offrir en vendant. Puisque... Si c'était que moi, Samba, on a si vous camarades, c'est mon plus beau habitué là. Voilà, c'est mon plus beau habitué. C'est magnifique. Regarde ça. Merci beaucoup. On applaudit très fort pour Dr Philo. Et nous poursuivons nos échanges avec notre invité, Diaby Vassiriki, le plus jeune sénateur de Côte d'Ivoire. Je vous rappelle qu'il a 38 ans. Alors, on aimerait maintenant s'intéresser à votre parcours académique. Et aussi vos expériences professionnelles. D'accord. Merci beaucoup pour cette occasion. J'ai fait mon école primaire à Bobo. Plus précisément EPP Nord. Est-ce qu'il y a des gars à Bobo dans le sol? Est-ce qu'il y a des gars de EPP ici aussi? Ouais. Ah oui. Ouais. EPP. Après mon cycle primaire à Bobo, j'ai dû demander expressement aux parents de me rendre chez moi, au village, à Samatigila, pour faire mon premier cycle, la 6e jusqu'à la 3e. Et au collège municipal de Samatigila. Vous quittez à Bobo pour le village? Pour le village. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais au CM2, j'ai remarqué que chaque fois, lorsque je remplissais en quelque sorte les copies, je voyais le lieu de naissance Samatigila et je ne connaissais pas Samatigila. Donc, j'ai dû demander aux parents d'accepter que je puisse rejoindre ma grand-mère pour faire le premier cycle à Samatigila. Et par la grâce de Dieu, ce qui s'est bien passé. Malheureusement, en 2002, après mon BPC, la crise m'oblige à revenir à Bobo pour poursuivre le second cycle, puis l'université de Cocody. Docteur Philo, l'homme n'est rien. En 2002, moi, j'étais à l'université de Boaké, en première année, pendant que lui, il était en classe de 3e. Et je dis, il est sénateur. Il est sénateur, moi, je suis... Le réalisateur me dit de ne pas oublier que j'ai 23 ans, mais j'ai plusieurs vies. J'ai vécu plusieurs vies. Oui, on continue. Donc, j'ai fait, après l'université de Cocody, je m'inscris pour un diplôme d'ingénieur en marketing et en management. Je ne vais pas citer l'école pour ne pas faire de publicité. Merci. Et après cela, aujourd'hui, j'ai pu également faire un diplôme de master en commande publique au sein au Camp PC, qui est une structure sous-régionale. Et aujourd'hui, au niveau professionnel, j'ai fait mon stage qui m'a permis de soutenir à Petrosi en 2012. Puis, en 2013, j'ai intégré l'équipe de la Direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté, grâce à un aîné également qui m'a beaucoup aidé à l'époque, Diaby, Lanciné. Et ensuite, après le ministère du Plan, je participe, où j'ai eu beaucoup d'expérience à travers la mise en œuvre des différents PND. Il y a eu le premier PND 2012-2015 et le second PND 2016-2020, où à travers la mise en œuvre du suivi, j'ai eu un regard un peu transversal sur les actions du gouvernement, ce qui m'a encore donné le goût d'apporter à la population.
d'avoir comment impacter les différents projets qui sont mis en œuvre. Donc, ça m'a permis de voir comment l'exécutif fonctionnait réellement. Et au-delà de cela, ensuite, je me suis retrouvé au fond d'entretien routier en tant que chef de département, en charge des questions liées très souvent à Samba Saga, parce qu'on suivait un peu la surcharge liée à nos routes. Donc, je pense que lorsque les moutons viennent, ils arrêtent de surcharger maintenant parce qu'il y va de la qualité des routes. Joli parcours, je dirais, mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé à vous lancer dans la politique? Il faut dire que au départ, j'étais plus intéressé à apporter à ma localité, à mon village. Donc, on a mis en place une association d'élèves et étudiants qu'on a appelée Jeunesse Unie pour le développement de Samatigila. Donc, lorsque cette association évoluait, j'ai constaté qu'effectivement, on allait régulièrement vers les cadres, vers les élus pour impacter. Mais après, j'ai compris qu'on ne peut réaliser le développement que soi-même. Et j'ai compris qu'il fallait me battre parce que certaines positions pourraient me permettre d'apporter mieux que d'être simplement dans une association d'élèves et étudiants afin de faire des doléances au cadre, pour demander aux gens au cadre de pouvoir impacter, de pouvoir apporter le développement à un certain niveau. Donc, ça m'a donné vraiment l'envie d'aller un peu au-delà, sortir du cadre de l'association des élèves et étudiants pour passer au niveau politique. Parce que pour atteindre un certain niveau, pouvoir apporter en termes de collectivité, il faudrait être peut-être... c'est plus facile quand on est maire ou député ou sénateur d'impacter les choix des gouvernants. Donc, cela nécessitait un passage dans un parti politique. Donc, en 2014, j'ai intégré le parti, le Rassemblement des jeunes républicains, parce que je suis libéral en termes de philosophie politique. Donc, quand j'ai regardé la cartographie des partis politiques, en termes d'idéologie politique, j'ai épousé le parti qui avait cette idéologie, l'idéologie libérale. Et ensuite, j'y suis resté. Jusqu'à présent, je suis membre de la jeunesse du parti. Et ça se passe bien politiquement. Et à la suite de cela, malheureusement, nous perdons une illustre personnalité dans notre région en 2021, qui est le feu Harouna Ndao, qui a été maire à Témé. Et l'institution, la commission électorale décide de lancer les élections sénatoriales partielles qui ont vu l'élection de 5 nouveaux sénateurs. Donc, je décide de postuler, de me porter candidat. Nous étions 14 candidats. Et au sortir de l'arbitrage, j'ai été retenu au sein de ma formation politique. Ensuite, j'ai pu briguer cette élection, gagner cette élection à 99%. Qu'est-ce qui aurait joué en votre faveur, à votre avis? À mon avis... Vos compétences ou votre jeunesse? Je dirais principalement... C'est difficile de parler de soi-même, mais je dirais particulièrement ma sagesse. Parce que pour que des personnalités à un certain niveau puissent accepter de donner la chance à un jeune, il faudrait que dans notre démarche avec les aînés, qu'on ne soit pas trop belliqueux et qu'on accepte d'apprendre. Donc, je pense que c'est l'une des raisons qui, pour moi, a pu créer cette opportunité de postuler et de gagner parce que c'est une élection qui est régionale dans 10 collectivités et il faudrait dire qu'il faut l'implication des aînés et des sages de la localité pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, c'est vrai que vous avez donné une définition du sénateur, du rôle du sénateur, mais on ne sait pas si tout le monde a bien compris. Donc, on va aller au Publiscope avec Carole Kouassi à travers cet élément. Publiscope avec Carole Kouassi. Les sénateurs sont des parlementaires et sont chargés de contrôler les actions du gouvernement. Le rôle d'un sénateur, c'est de voter les lois. Le rôle d'un sénateur en Côte d'Ivoire, c'est de voter les lois comme les députés. Depuis l'adoption de la loi 2016, le sénateur fonctionne comme les députés. Leur rôle principal est de voter les lois. Il doit aussi contrôler les actions du gouvernement. Le rôle d'un sénateur, c'est de voter les lois à l'Assemblée nationale.
Selon moi, le rôle d'un sénateur, c'est voter les lois et contrôler les actions du gouvernement. Exemple, les infrastructures que le gouvernement donne à chaque localité ou bien à chaque région, voilà, pour le bien-être de la région. Dans la balance, oui. C'est équilibré ou déséquilibré au niveau de la définition? Non, je pense que c'est équilibré. Quand même équilibré, je pense que c'est équilibré. Effectivement, le second rôle, surtout de contrôle de l'action gouvernementale en termes d'infrastructures. Il y a deux semaines, nous étions sur les différentes infrastructures qui ont été réalisées, que ce soit l'autoroute Yamoussoukro-Tiebissou, que ce soit l'hôpital général de Katiola, que ce soit l'échangeur d'Abobo. Les sénateurs ont été sur tous ces sites, que ce soit la lutte, au niveau de la lutte contre le terrorisme. Il y a l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui est la seule académie de ce genre réalisée par la Côte d'Ivoire dans toute la sous-région. Nous avons des militaires qui viennent de tous les pays et les sénateurs sont allés voir. Et la semaine, le 6, les sénateurs seront encore à Zopé pour aller visiter les réalisations du président Azopé. Donc, activement sur le terrain, je pense que l'équilibre, par rapport aux différentes réponses qu'on a reçues, est établi. Oui. C'est vrai qu'en classe de 3e, vous avez décidé d'aller à Samatigila, dans votre ville natale. Mais est-ce qu'on pourrait avoir le rôle fondamental qu'a joué votre famille dans votre parcours académique et dans l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Je dirais la famille est beaucoup importante pour moi. Moi, particulièrement ma mère, parce que j'ai été assez maladif pendant tout mon cursus. On dirait pas. Mais, si. J'ai été assez maladif. Je dirais 5 jours sur 7. 5 jours sur 7, les jours ouvrables, 5 jours ouvrables, aller à l'école sans tomber malade, c'est peut-être 3. Tout mon cycle primaire. Donc, c'était l'une des raisons pour lesquelles ma mère a accepté aisément dans l'optique qu'en termes de médicaments traditionnels, tout et tout. Je pense surtout que vous venez de Samatigila. De Samatigila et que cela puisse me permettre d'avoir un bon qualitatif pour les études académiques. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à ce niveau à cause de la maladie. Et ça a été positif finalement? Ça a été positif finalement parce que Dieu a permis que je fasse un circuit pratiquement sans faute. J'ai eu le bac avec une mention assez bien, tout. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris du village et cela m'a donné l'envie de retourner au village, ce que le village m'a donné. C'est pour cela que Et une chose que... Merci beaucoup. Une chose que vous n'oublierez jamais, c'est la disparition de votre père à 2 semaines, je crois, de votre investiture. Oui, à 2 semaines, parce que, comme je le disais, j'ai toujours pensé que j'avais des ambitions politiques, mais le Sénat, j'ai vu le Sénat comme une chambre des sages, donc je me vois dans cette fonction comme la fonction de mon père, en fait. Parce que ceux que j'ai comme collaborateurs, ont pratiquement, pour la plupart, sont même âgés que mon père. Donc, je vois plus cette fonction comme une fonction que j'exerce en lui, bien qu'il n'est plus là. Et il part à un moment où il n'a pas été malade longtemps. Il a vu mon élection. Et après l'élection, il m'a dit, bon, ok, après cette élection, je pense que moi, je retourne définitivement me reposer au village. Et il faudrait que je puisse assister à votre première réunion à Yamoussoukro. Donc c'est 2 semaines après, en fait, votre élection. Après mon élection, okay. Donc la première réunion, à quelques jours de la première réunion à Yamoussoukro, il est décédé. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Je ne pourrais même pas définir, en fait. Je ne pourrais pas définir parce que j'ai senti... J'avais 2 sentiments, en fait. Un sentiment de devoir accompli d'un père qui aimait vraiment la politique, qui rêvait d'avoir une fonction politique et qui l'a à travers son fils. Donc, il y a eu le sentiment d'un devoir accompli.
mais le sentiment aussi d'une trahison, comme si celui qui s'est battu, qui aimait la politique plus que moi, qui m'achetait toujours des journaux, pas au moment où j'ai atteint ce niveau et je dois, entre guillemets... Vous sentez que vous avez le plus besoin de lui, en fait. C'est ça. Et malheureusement, il n'est pas là, mais je considère qu'il est là parce qu'il m'a laissé des amis assez bien, qui m'encadrent et ça va. Un sénateur a-t-il le droit de pleurer en public? Enfin, oui, parce qu'un sénateur, est d'abord un homme. C'est un être humain avant tout. Bien sûr, donc c'est un être humain avant tout. Donc même un président de la République peut être amené à pleurer en public. D'accord. Ben moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Moi non plus, Inch'Allah, je ne vais pas le faire. Bon, d'accord. Mais on peut le faire, hein. Est-ce qu'on essayait de pleurer avant d'aller à la pub? Non, je rigole. Pub. Aux éclats, et il y a de quoi. Les bonus 200% rechargement sont de retour chez Move Africa. Désormais, tous les mardis et vendredis, rechargez-vous à la cabine ou via Move Money en tapant étoile 155 étoile 3 étoile 1 dièse et profitez de 3 fois plus de crédits de communication. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Il était une fois, dans un royaume caché, une reine qui possédait l'un des plus beaux trésors. Les légendes racontent que le trésor servait à préparer les meilleurs plats du pays. La reine le faisait garder afin que seul son peuple et sa famille puissent en profiter. Mais maman, est-ce que ce trésor existe vraiment? Oui ma fille, ce trésor existe vraiment. Il s'appelle Aya. Waouh! On a trouvé le trésor, maman! Une huile raffinée et sans cholestérol. Avec Aya, chaque femme est une reine. Aya, trésor de mon pays. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invité, le plus jeune sénateur de Côte d'Ivoire. Il est bon également de mentionner que le président du Sénat, c'est M. Jeannot Ahoussou. Bien sûr, M. Ahoussou Jeannot, qui fait beaucoup pour la jeunesse, qui fait au sein de cette institution la promotion. Je pense qu'à l'occasion de la rentrée parlementaire, il a donné l'occasion aux 2 plus jeunes sénateurs, ma collègue Laure Donvaï et moi-même, d'aller nous renforcer en termes de capacité auprès des institutions françaises. Et je pense que ça s'est très bien passé et c'est une occasion qu'il nous a donnée, en tant que plus jeune sénateur, d'apprendre davantage. Et justement, parlant de la jeunesse, beaucoup de personnes disent que les jeunes Ivoiriens aiment la facilité, les buzz, n'aiment pas travailler. Vous en pensez quoi? Je pense que cela n'est pas typique aux jeunes Ivoiriens, en fait. Vous avez aujourd'hui 75% des jeunes de la population qui a moins de 75 ans. Et aujourd'hui, le premier contact qu'on a, c'est notre téléphone. C'est principalement les réseaux sociaux. Et ce que les réseaux sociaux offrent de plus, c'est généralement le buzz. Par contre, comment l'action gouvernementale peut être orientée vers même ces réseaux sociaux afin de pouvoir montrer tout ce que l'État fait comme offre en marge de cette année de la jeunesse, tout ce que l'État a comme projet important pour qu'on puisse avoir une jonction entre guillemets, ce que je pourrais appeler les buzz, c'est-à-dire le milieu où les jeunes sont, pour que l'offre trouve les jeunes là-bas et que ça puisse attirer les jeunes à sortir vers ce milieu de buzz pour vraiment se concentrer sur des projets structurants que l'État offre, que le pays permet de réaliser. Donc aujourd'hui, on a cette situation où on a des jeunes qui sont plus sur les réseaux sociaux et on a l'État qui a une panoplie d'offres et qui a de moins en moins de jeunes qui vont vers cette panoplie d'offres pour pouvoir réaliser leurs projets. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour changer la donne? Je veux dire, il faut pouvoir mettre en place des stratégies pour les intéresser réellement. Bien sûr, je pense qu'il y a une stratégie globale qui a été mise en place à travers le PJGouv que l'État a décidé de mettre en place, le programme Jeunes du gouvernement. C'est la première phase qui va permettre aux jeunes d'avoir des populations, pour ne pas dire des gouvernants plus proches d'eux. On a le service civique qui est en train de s'accélérer en termes de mise en œuvre. La plupart de nos régions auront des services civiques sur place. On a des structures comme l'Agence Emploi Jeunes qui sera de plus en plus
proactives, ces structures-là, pour permettre aux jeunes de... Et on va même au-delà de ceux qui n'ont pas vraiment des formations académiques appropriées. Donc, je pense que lorsque tous ces projets vont commencer, et ces projets ont même démarré, commencer à s'étendre, et il va falloir aussi nous aurons le plaisir de recevoir le ministre de la Jeunesse, dans quelques jours, au dernier numéro de C'est Midi, et on espère qu'il pourra répondre à ces questions. On a une petite surprise pour vous, par contre. D'accord. Regardez dans ces directions. Régie. J'ai fait cette vidéo à l'endroit de mon grand frère. Vraiment, ce que je peux dire de lui, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Quand on a perdu notre père, on n'a pas senti parce que notre grand frère était là pour nous. Ce qu'un père doit faire, il le fait pour nous. Et il fait beaucoup pour moi. Il en a tellement fait, je ne sais pas comment lui dire merci. Grand frère, merci. Merci pour le père que tu as été pour moi. Merci pour le grand frère que tu as été pour moi. Merci pour l'ami que tu as été pour moi. Grand frère, chaque jour, tu te réveilles, dis Amina. Quel joli témoignage. Joli témoignage. Ça vous fait quoi d'entendre? En fait, Philo? Avec Assis la loi. Philo. Parce que les gens de loi, là, temps normal, ils n'ont pas le droit de pleurer. Hein, mais si vous avez fait pleurer, moi-même, c'est émouvant. C'est émouvant parce que c'est ton certif. C'est très émouvant. Si tu n'attends pas à lui, en fait, soit il te parle. C'est la famille. Tout. Et c'est vraiment touchant. C'est ma petite soeur, c'est elle qui me suit, mais elle représente beaucoup pour l'équilibre de notre famille. C'est important, la famille, en termes d'équilibre. Souvent, très souvent, moi, il peut arriver que l'aîné ou moi ou mes petits frères, en termes de tension, qu'on puisse se rater, mais c'est elle qui constitue l'équilibre de notre famille. Et je demande à tous ceux qui ont des sœurs, en tout cas, de prendre soin d'elles. Et chacun a vraiment sa place dans la famille et dans la société. Effectivement. Pendant que financièrement, certains peuvent apporter de leur argent, également, on va dire psychologiquement, il y en a d'autres qui participent à l'équilibre. J'avoue que je ne m'attendais pas. C'est toujours comme ça à C'est Midi. Quand vous venez à C'est Midi, il faut s'attendre à toutes sortes de surprises. Nous sommes toujours avec vous, Monsieur Diaby. Nous allons partir pour la pub et puis juste après, on va au-delà de l'information. Madame Yao est folle de joie et il y a de quoi. Les bonus 200% rechargement sont de retour chez Move Africa. Désormais, tous les mardis et vendredis, rechargez-vous à la cabine ou via Move Money en tapant étoile 155 étoile 3 étoile 1 dièse et profitez de 3 fois plus de crédits de communication. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessan. J'évolue dans le domaine des projets. Tout ce qui est projet, c'est-à-dire en amont, conception des projets, évaluation. Raison pour laquelle je suis venu suivre des cours approfondis, surtout des cours, on va dire ça comme ça, des cours qualifiants, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être, on va dire, proactifs sur le segment du marché. Nous sommes professionnels. Nous avons fait d'auto-formation, nous avons eu des diplômes et nous sommes en activité. En pareille circonstance, il est intéressant de pouvoir continuer, de pouvoir avoir plus d'acquis. Le recrutement de ressources humaines qualifiées devient face aux mutations du marché du travail un énorme chantier. Au point des accusés, l'inadéquation des qualifications et des compétences aux besoins des entreprises, d'où la pertinence de ces formations. Une formation diplômante se fait sur 2 ans au minimum, parfois sur 3 ans pour les licences et sur 5 ans pour les masters, voire plus pour ceux qui vont au doctorat, etc. Mais au-delà de ces formations diplômantes, il faut savoir qu'une formation certifiante, elle a un but qui est de donner une compétence opérationnelle à celui qui prend part à la formation. Alors que la formation diplômante, elle est axée sur des connaissances générales, la formation certifiante est axée sur des compétences spécifiques qu'on va transférer à la personne qui reçoit la formation. Pour une formation répondant aux besoins du monde professionnel, les formations certifiantes sont de plus en plus appréciées. Ils viennent pour mettre à jour, pour certains, leurs connaissances et pour d'autres, pour des reconversions. Ces personnes-là donc ont besoin de renforcement de capacités
ou encore ont besoin d'outils qui leur permettent d'être totalement productifs, totalement opérationnels donc, dans les missions qui leur sont assignées dans le cadre donc, de leur travail de tous les jours. Quelle est la pertinence d'une formation certifiante? Souleymane Touré est professionnel des ressources humaines. La certification garantit que l'amélioration de la qualité de nos services et produits est une démarche permanente et systématique dans nos organisations. Alors, il y a un avantage scientifique. Premier point, la certification étoffe la connaissance, développe les attitudes et renforce les capacités. Et en deuxième, c'est une option de pluridisciplinarité et de productivité. En entreprise, on ne cherche que les personnes qui comprennent les tâches et sauront mieux exécuter ces tâches. Souleymane Touré lève un coin de voile sur les métiers d'avenir. Digital, des métiers dans le domaine minier, pétrolier, énergétique, dans le domaine agricole, les métiers d'intelligence artificielle. La formation certifiante est beaucoup plus prisée pour quelqu'un qui a déjà une formation diplômante. Il faut s'orienter sur les formations certifiantes parce qu'elles sont de plus en plus demandées en entreprise. Super, vous voulez rajouter quelque chose, Richard? Dans cet élément, j'ai voulu mettre en exergue l'adéquation entre la formation et l'emploi, puisqu'il y a de cela quelques jours, il y a une étude qui est sortie qui montre que le chômage touche près de 50% de la population active en Afrique. C'est un chiffre assez effrayant. Et pour résorber le problème, selon les experts, il faut s'adonner aux formations certifiantes. C'est vrai qu'il y a des formations diplômantes. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Richard. Nous saluons l'Institut de technologie et spécialité ITS Cocody de Plateau. Merci de votre présence. La responsable Miss Kanga, l'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire. Merci. La présidente fondatrice, l'honorable Tiekoura Nicole Aignan. Et puis le secrétaire général national, Madame Henriette Mambo. N'oublions pas l'ONG Moyer pour tous. Merci de votre présence. Madame Conan Aoubrigitte en est la présidente. Merci infiniment, Monsieur Diaby Vassiriki, d'être venu sur notre plateau. On a été enrichis de votre joli parcours. Je vous en prie. Un message rapidement à l'endroit des jeunes? Aux jeunes, je dirais de ne pas abandonner. Quelle que soit la situation, de ne pas abandonner. Et voilà, n'abandonnez jamais. Merci beaucoup, on a été très heureux de vous présenter ce numéro. On se donne rendez-vous demain, mercredi, voilà, donc pour l'avant-dernier numéro de ce midi. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.